Merci de préférer Esaü TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, dédommagement foncier et accompagnement social à des personnes affectées par la libération de la berge lagunaire est de Cotonou. C'est ce qu'a décidé les membres du gouvernement béninois en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi. Présidé par le chef de l'État Patrice Talon, d'importantes décisions ont également meublé ce conclave gouvernemental. La substance des échanges dans cette édition. Le chef de l'État Patrice Talon a effectué ce mardi une visite sur le nouveau palais royal et l'arène de la Gani à Niki, département du Borgou. Reçu par son Altesse impériale Serotoru Tukosari, Patrice Talon a découvert deux nouveaux joyaux récemment achevés. Retour sur les moments forts de cette visite du chef de l'État à Niki dans ce journal. La ville d'Alada accueille dans quelques jours la journée récréative autour du football. Cette journée vise à rassembler les anciens et jeunes footballeurs d'Alada dans le but de créer un réseautage. Précision dans quelques instants avec Jari Maevo, promoteur de la journée footballistique. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. On démarre cette édition justement comme il est de coutume tous les mercredis par le Conseil des ministres. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 30 juillet 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises. La substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwechi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 juillet 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions que voici ont été actées. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptées au titre de ces mesures les décrets portant affectation de domaines au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, augmentation du capital de la Société de production audiovisuelle par apport en nature du domaine objet du titre foncier 581 de OUIDA, attribution, composition et fonctionnement de l'Autorité nationale de la concurrence, conditions et modalités d'octroi de bourse de vie pour la formation des meilleurs des lauréats aux examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle dans les établissements privés d'enseignement secondaire de renommée internationale. S'agissant des communications, en point 1, mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du Carrefour Védocor à Cotonou. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, en partenariat avec le Japon, le processus de sélection des entreprises a pris fin en juin 2025 par la signature du contrat avec celle qui est déclarée adjudicataire. Le démarrage effectif des travaux interviendra d'ici la fin de l'année, après l'accomplissement de formalités administratives complémentaires. À cet effet, le recrutement d'un bureau de contrôle technique s'avère indispensable pour s'assurer de la conformité de l'ouvrage aux prescriptions du cahier des charges. Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec le bureau retenu, les ministres concernés étant instruits d'accomplir les diligences à cette fin. En point 2, dédommagement foncier et accompagnement social des personnes affectées par la libération de la berge lagunaire est de Cotonou. À la suite de la libération et de l'assainissement du côté ouest de la berge de la lagune, le gouvernement a prévu de mener les mêmes opérations sur sa partie est. Aussi, plusieurs diligences ont-elles été accomplies, notamment l'organisation de plusieurs séances d'information et de sensibilisation avec les représentants des populations qui, conscients de l'état d'insalubrité des berges,
ont adhéré à l'initiative de les assainir et en ont reconnu la pertinence. En vue d'apprécier les mesures d'accompagnement à mettre en place au profit des personnes affectées, une mission d'évaluation foncière et immobilière du périmètre a été commanditée. Elle a permis de dénombrer 638 constructions, dont 88% sont de type précaire. Les dites constructions servent non seulement de logement, mais aussi de lieux d'exercice de diverses activités à but lucratif, d'ateliers, d'entreposage de toutes sortes, etc. Au total, les propriétés foncières recensées s'établissent à 200 parcelles, dont 10 avec un titre foncier. Les personnes affectées relativement à ces propriétés comprennent celles dont la propriété est indiscutable, celles dont la présomption de propriété est vérifiable et celles ne disposant d'aucun titre. En appréciant le rapport de la mission d'évaluation, le Conseil a autorisé le dédommagement ou l'accompagnement social selon le cas au profit des personnes affectées. En point 3, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers et balnéaires à Akpakpa dans la commune de Cotonou. Sont prévus dans le cadre du dit projet, d'une part, un hôtel 4 étoiles, Rotana Hotels Resorts, sur une superficie de 8 hectares 6. Le complexe comprendra 102 chambres, 6 villas, des installations sportives, des spas, des restaurants offrant des options culinaires variées, des piscines, des salles de conférences, etc. D'autre part, il sera érigé un hôtel 3 étoiles, Edge by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4, composé de 80 chambres, de piscines, d'installations de sport, de restaurants, de spas, de galeries, de salles de réunion, etc. En vue de leur réalisation dans un délai de 30 mois, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet réputé pour la mission de maîtrise d'œuvre complète. Celle-ci intègre les études et les travaux. Les ministres en charge du dossier accompliront les diligences nécessaires et veilleront à la bonne conduite du projet. En point 4, prise en charge par le gouvernement de la formation de 2 étudiants admis à l'École polytechnique de Paris en France. Une bourse d'études pour le cycle d'ingénieur est accordée à ces 2 étudiants et s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'excellence en général et de la formation des professionnels d'élite en particulier. Les intéressés, à la fin de leurs études, pourront contribuer efficacement aux efforts de développement du pays dans le domaine de l'aéronautique notamment. Le gouvernement saisit cette occasion pour encourager les jeunes apprenants de nos collèges et universités à s'investir davantage pour leur développement personnel et partant pour renforcer le vivier de ressources humaines de qualité dont notre pays a besoin dans sa marche inexorable vers le progrès. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé sous cette rubrique l'organisation du 3e congrès de la Société béninoise de neurologie du 6 au 8 août 2025 à Cotonou, ainsi que la participation du Bénin au 75e comité régional de l'OMS pour l'Afrique du 25 au 28 août 2025 à Lusaka en Zambie, puis à la 47e session des comités consultatifs interafricains et au 22e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du 10 au 21 novembre 2025. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué ce mardi 29 juillet 2025 une visite sur le nouveau palais royal et l'arène de la Garnie à Niki, département du Borgou. Reçu par son Altesse impériale Sero Toru Tukosari, il a découvert 2 nouveaux joyaux récemment achevés. Retour sur les moments forts de la visite du chef de l'État Patrice Talon dans cette capsule vidéo.
Accorde donc vie au membre de la Cour, à ses ministres, à sa porte. Donc je vais lui demander la permission de m'accorder encore quelques semaines, peut-être même quelques 2 ou 3 mois maximum, et de sécurité. Devient une fête internationale et devient quelque chose qui qualifie le pays. À présent, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, Jean-Michel Abimbola, qui se prononce sur l'évolution et le bilan des travaux concernant le nouveau palais du Royal et l'arène de la Gagne. On regarde. Vous savez que le chef de l'État est un homme de terrain et que tous les projets qui sont en cours, les projets d'infrastructure et même tous les autres types de projets, il aime aller constater lui-même sur le terrain comment les projets avancent, comment les réalisations avancent, les infrastructures avancent. Vous savez que dans à peu près un petit mois maintenant, exactement d'ailleurs le 6 septembre, nous allons avoir la prochaine édition de la Gani. Vous n'ignorez pas non plus que le gouvernement du Bénin a construit et est en train d'achever la construction du nouveau palais royal du royaume de Niki. Et donc le chef de l'État a souhaité aller évaluer par lui-même le niveau de réalisation de ces travaux, de cette construction du palais du roi de Niki. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour aller sur ce site, pour que le président puisse constater, pour également en profiter pour réfléchir et sur les prochaines éditions de la Gani, en faisant tout le parcours rituel du roi pendant la Gani. Vous savez que le patrimoine immatériel que nous avons à Niki, du peuple Batonou, Bo et Peul, est un patrimoine immense, un patrimoine que nous voulons valoriser, que nous voulons mettre en tourisme pour les Béninois, mais également pour les visiteurs étrangers. Et pour cela, le chef de l'État a souhaité, avec le ministre du cadre de vie et des transports, la ministre du numérique qui est ressortissante de Niki, le ministre en charge de la culture que je suis, le directeur général de Bénin Tourisme, l'ANPT et une petite équipe aller constater de visu et voir comment nous pouvons à l'avenir mettre en tourisme ce patrimoine immense que nous avons de cavalcade,
de culture équestre. Et donc c'était une visite passionnante, une visite dense comme toujours avec le président, une visite enrichissante. Et donc nous retournons à Cotonou, nous allons débriefer tout cela pour pouvoir, le cas échéant, faire des ajustements ou accélérer certains aspects qui peut-être n'étaient pas suffisamment développés. Donc voilà ce que je voudrais dire, c'était une visite intense mais très productive. Dans le reste de l'actualité, le Bénin facilite désormais l'accès à son territoire pour les passagers de croisière. Les passagers des navires de croisière faisant escale au Bénin bénéficient désormais de 72 heures sans visa de séjour à condition d'être encadrés par une agence de voyage. Une mesure qui a été mise en place en collaboration avec la police républicaine et les autorités portuaires. L'objectif est d'offrir une expérience fluide, sûre et encadrée dès l'arrivée des croisiéristes à quai. Elle permettra de renforcer l'attractivité de la destination, notamment auprès des compagnies maritimes opérant en Afrique de l'Ouest. Dans un autre registre, les Ivoiriens se préparent à élire leur prochain président en octobre 2025. Ce mardi 29 juillet, le président sortant Alassane Ouattara a officiellement annoncé sa candidature pour un nouveau mandat en se justifiant. Suivez dans cette capsule vidéo les motivations de sa déclaration. Je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. À la suite de l'annonce officielle de la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain, les réactions ne se sont pas fait attendre. Suivez à présent quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui ont réagi suite à cette nouvelle. Ils sont au micro de Romaric Djessougoubenou. Il a fait les deux mandats constitutionnellement recommandés et ils ont pu toucher la Constitution pour lui permettre, je crois qu'il a vu en lui qu'il pouvait encore se présenter. C'est comme ça qu'il est allé au troisième mandat. Et à la révision de la Constitution, celui qui a fait un troisième mandat peut encore faire un quatrième mandat. Donc je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et qui se présente pour le troisième. Si la Constitution de leur pays le permet, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Donc si les Ivoiriens acceptent, c'est bon. Le président de la République veut encore aller aux élections. Bon, selon les constitutions, il a révisé la constitution et ce qu'il veut terminer maintenant, c'est son premier mandat. Et il y a encore la possibilité qu'il dépose encore la candidature pour briguer encore le second mandat. Et ce qui est là, si les Ivoiriens eux-mêmes voient que c'est un bon président, ils peuvent voter pour lui. Seulement qu'il y aura un peu de nuance concernant les opposants. Et il ne faut pas que nous allons retomber encore dans des histoires de 2010, ce qui n'est pas du tout bon pour les populations. Candidature Ouattara et puis à Gbonou parce que il a donné 15 ans de la photo. Il a donné pour qu'elle ait une meilleure. Elle est le combat et donc c'est nous belle. Mais quand on constate le président africain souvent on est nombreux bon il dit on me mal le tom on mon coton ma tien tu mon père parce que ni wa du quand mon coton là to so no yon on gbele no asupo on me na bio dirigeant meton là et ni quelqu'un boni do et dossier boni étude
voter, voir des bonnes. Et quelqu'un pour respecter, voir des voter. Si les Ivoiriens avaient accepté la constitution révisée qui lui permet de briguer encore le énième mandat, ben, ça fait le problème des Ivoiriens. Seulement que, pourquoi un président est élu? Le président est élu pour le bien-être de sa population. S'il travaille bien et que la population se développe, la Côte d'Ivoire se développe, bon, peu importe le nombre de mandats qu'il fera au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il a encore les énergies qu'il avait il y a 15 ans? S'il n'y a plus ces énergies, alors ce serait difficile. Parce qu'un président qui n'a pas toutes ces facultés en place, et puis souvent ces maladies et autres, là, ça ne va pas. Là, demain, il va parler que non, ce n'est pas moi, c'est mon entourage qui a fait ça là. Maintenant, s'il a encore les énergies, si sa santé lui permet encore de briguer et que la constitution lui permet de briguer encore un second mandat ou bien un énième mandat, alors il n'a qu'à faire. Dans le même registre, président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain. Une déclaration qui suscite maintes réactions et commentaires au sein de l'opinion publique, mais également au sein de la classe politique. Pourquoi a-t-il choisi ce moment pour sortir de son silence? Quelles sont les réelles motivations de candidature à un 4e mandat? Au micro de Komlan Quentin Amoussou et Nansirine Fatoumbi, le consultant et chroniqueur politique Agapite Napoléon Maforican a apporté quelques éléments de clarification. On regarde. C'est un scénario quand même qui est connu. Il n'est pas le premier, il est le président en exercice, donc il prend son temps. Et il se déclare candidat seulement à la dernière minute. Il ne peut pas se déclarer candidat alors qu'il n'y a pas encore les autres candidats. Donc le président qui brigue sa propre succession attend toujours pratiquement le dernier moment pour pouvoir se prononcer. Donc on ne peut pas lui faire ce procès-là. On ne peut pas lui faire ce procès-là. On peut lui faire le procès peut-être des difficultés, des vicissitudes auxquelles le système a soumis l'opposition. C'est une candidature dont vous connaissez les histoires et les aboutissements. Et Ouattara, c'est quand même un très vieux militant. Il a connu tout. Il a failli ne jamais être apte pour être candidat dans l'ivoirité. Il revient de très loin. Et nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui a beaucoup évolué. Et donc, si les textes en vigueur lui permettent d'être candidat, il n'y a pas de raison. Et est-ce que l'Ivoirien lambda estime qu'il en a déjà fait de trop? Moi, je n'ai pas vu de vagues depuis, alors que ça fait près de 3 mois, 4 mois, 6 mois, que l'histoire de sa candidature se raconte, se murmure. Et pourtant, le pays tourne normalement. Pour moi, je pense que si la Côte d'Ivoire estime qu'elle a besoin encore d'Alassane Ouattara, qui sommes-nous pour faire la morale au peuple souverain ivoirien? Moi, j'estime que si tant est qu'il a encore de l'envie, il a encore la force, la lucidité, la disponibilité, l'engagement, tout ça là lui reste, et qu'il a et les conditions lui permettent, pourquoi ne le serait-il pas? Donc, sur ce côté, je n'ai pas d'avis personnel à émettre, mais moi, j'estime que chacun décide de ce qu'il a envie de faire. Si le droit est de votre côté, et dans la matière, il a joui d'un dispositif. Bien, ça c'est l'analyse formelle. C'est vrai, on peut raisonner aussi par l'absurde, on peut aussi se demander, est-ce qu'on n'est pas dans un système un peu disons, de manipulation, où on revient une constitution, on dit, bon, c'est la nouvelle constitution, il faut 2 mandats. Moi, je pense que le débat, là où on doit aller, c'est de régler ces questions-là, une fois pour de bon dans nos constitutions, et de rendre la constitution non amendable, non révisable sur une période minimum. C'est-à-dire qu'on a une constitution, notre constitution, si ce n'est pas une question de blocage de l'État, ne doit pas être révisé pendant au moins 25 ans, avec une génération. Restons toujours avec le consultant politique Agapite Napoléon Maforican qui se prononce cette fois-ci sur la limitation des mandats des présidents, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Il est toujours
Au micro de Komlan Quentin Amoussou et Nansirine Fatoubi. La question du mandat unique et de mandat unique, mandat renouvelable et mandat renouvelable illimité, moi j'estime que ça relève de chaque population. Ils n'avaient pas de mandat limité. Aucun de ces pays n'avait de mandat limité. C'est les Américains qui ont commencé après Delano Roosevelt. Et après, sinon le mandat américain n'était pas limité jusqu'à la période, jusqu'à la mi des années 40. Et après, vous allez voir en France, ce n'est que sous Jacques Chirac, tout récemment, que le mandat a été, que la Constitution a été révisée. Sinon c'était septennat non renouvelé, ad vitam. On peut être candidat à toute sa vie. Et François Mitterrand s'est tapé 2 fois le septennat. S'il n'avait pas été malade, c'est sûr qu'il aurait eu une 3e. Le Japon, c'est un empire. L'empereur est là à vie. La Chine a sa démocratie populaire. Le président est là. Le système est aussi longtemps que le système le désigne. La Grande-Bretagne a une constitution coutumière. Avec un roi. D'ailleurs, la reine nous a montré le secret de longévité. Son fils, le secret, la longévité d'attente. Et le futur roi est prêt. Alors donc, ça vous dit simplement quoi? L'Allemagne même, qui n'est pas au Conseil de sécurité, et qui n'est pas un permanent, qui n'a pas le droit de veto. Mais l'Allemagne a un système où le chancelier, qui est le chef de l'exécutif, n'est pas limité. Le mandat est remis en jeu. Ça vous dit que la limitation n'est pas en soi le problème. C'est ce que chaque population, chaque État, chaque pays met dans sa constitution. Mais qu'on ne pense pas que le fait de limiter un mandat unique, que c'est gage de la démocratie, non. Il y a l'alternance. Mais alternance pour alternance, moi je ne suis pas partisan. J'estime qu'un peuple a le droit de décider de quel mode de gouvernance il veut. Et s'il veut un gouvernance statique pour renforcer peut-être la stabilité, pourquoi pas, c'est son droit. Puis Ouattara est candidat, mais il va affronter d'autres candidats. Et le peuple avisera. Autre information dans cette édition, les commerçants des marchés régionaux d'Azové, Ouegbo, Paou et Natitingou sont désormais fixés en ce qui concerne les tarifs des redevances. Dans ces marchés actifs, environ 1 jour sur 5, soit 4 jours par mois en moyenne, à l'exception de Natitingou. Les redevances journalières sont estimées à 1 250 francs CFA par jour pour les marchands à l'étal et 1 300 francs CFA pour les bouchers. À Natitingou, les bouchers présents quotidiennement paieront une redevance spécifique de 400 francs par jour. L'annonce a été faite ce mardi à travers une conférence de presse animée par la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, Eunice Loisel Kinifo. Pour les marchands qui désirent payer mensuellement, les propriétaires d'étal de produits divers devront s'acquitter de 7 500 francs CFA par mois. Les bouchers et poissonniers, eux, paieront 7 800 francs CFA. Quant aux écailleurs, ils devront verser 900 francs CFA par mois et les déplumeurs 1 200 francs CFA. Toutes les redevances comprennent plusieurs services dont la fourniture d'eau potable, l'accès à l'électricité, la sécurité, le nettoyage des espaces ainsi qu'une couverture d'assurance. On poursuit cette édition pour parler éducation à présent. L'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées de Dassazoumé a accueilli mardi dernier la phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire, en abrégé CIMU, édition 2025, initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC. Au total, 26 candidats ont présenté leur projet devant un jury composé d'experts et des prix ont été décernés. Le point dans ce reportage signé Francis Ola Farami. Je suis très contente des résultats. Je suis impressionnée. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC maintient la flamme de la promotion de l'esprit créatif et de l'ingéniosité chez les étudiants. Le concours sur l'innovation en milieu universitaire CIMU 2025 a regroupé une vingtaine de candidats le mardi 29 juillet à l'École nationale supérieure des biosciences et technologies appliquées de Dassazoumé. Ce n'est pas parce qu'il y a une place à pouvoir qu'il faut le donner nécessairement.
quand les conditions ne sont pas réunies. Et je suis contente que le jury ait décidé ainsi. Cela va permettre à mes chers étudiants d'aller encore travailler leurs innovations pour d'autres challenges. Il n'y a pas que le COUS-AC, il y a les rectorats aussi qui font des concours, il y a plein de concours et vous allez partir. Mais assurez-vous, tout le monde part avec un lot de consolation. Cette année, le CIMU a mis en compétition les étudiants dans divers domaines tels que l'agroalimentaire, la biotechnologie médicale et le génie civil. À tour de rôle, ils ont défendu leurs idées d'innovation devant un jury composé de sachants. Le système que j'ai conçu, c'est un système d'automatisation de l'éclairage. Donc, il assure l'allumage et l'extinction des lampes en fonction de la luminosité ambiante. En journée, il éteint vos lampes pour vous aider à réaliser des économies d'énergie. Et en soirée, il les allume tout seul. Donc, avec ce système, on peut réaliser d'énormes économies. Nous avons présenté un gel à activité antifongique que toute femme peut utiliser pendant les menstrues ou post-menstrues. Et ce gel est conçu afin de pouvoir lutter contre les infections antifongiques, les infections microbiennes. Et notre gel, on l'a fait donc à base des extraits des plantes médicinales. Originalité, contextualisation, pertinence et utilité sont entre autres les critères qui ont permis au jury d'examiner les différents travaux. C'est une très belle technologie, une très belle initiative et c'est à encourager. Ça permettra donc à ces étudiants-là déjà de voir comment, avec le temps, avec ce qu'ils auront appris, avoir leur start-up ou bien leur entreprise. Et ce qui a été très impressionnant, c'est que ce sont des étudiants de première année. Des étudiants de première année. Et ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment assez très intéressant. Le COUS-AC a récompensé le premier de chaque catégorie avec une enveloppe financière de 300 000 francs CFA, pendant que le deuxième repart avec 200 000 francs CFA et le troisième avec 100 000 francs CFA. Les finalistes ont reçu quant à eux des lots de consolation. Ainsi s'achève donc la 5e édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire. Rendez-vous à la prochaine édition en 2026. Et puis on parle sport dans cette édition. Le club de tennis de table Temple du Son a organisé le dimanche dernier la 4e édition du challenge Temple du Son à son centre. Les athlètes ont croisé leurs raquettes dans diverses catégories, à savoir les U13, les U18, les seniors et les vétérans. Le reportage de Anaël Vianedo. 4e édition du Challenge Temple du Son. Placé sous le sceau de la célébration de la coopération sino-béninoise, le tournoi qui a réuni des pongistes béninois et chinois dans les catégories U13, U18, seniors et vétérans a pour objectif de mettre les athlètes en jambes et surtout de créer l'unité. L'objectif c'est de voir réunir la famille de tennis de table pour fêter notre discipline commune. Je suis très heureuse de voir encore la famille de notre discipline de tennis de table se réunir encore une fois. Je suis vraiment très heureuse. Le challenge d'aujourd'hui, c'est uniquement pour les Béninois. Prochainement, dans 3 mois, il y aura la 7e édition internationale de Temple du Son. Plusieurs activités ont meublé ce tournoi. Des matchs dans chaque catégorie et un duel entre les pongistes du Temple du Son et les pongistes chinois. Ceci pour renforcer les liens de fraternité entre le Bénin et la Chine. Co-organisateur du tournoi, le Centre culturel chinois a mis les moyens pour la réussite de l'événement. Grâce à l'évaluation des échanges sportifs entre la Chine et le Bénin, nous sommes heureux de pouvoir en conférence amicale, un partage de techniques entre les sportifs, à l'approfondissement de la compréhension mutuelle entre nos peuples, tout en permettant de rapprocher nos cœurs et de consolider de bons échanges culturels. Aujourd'hui, ce soir, le partenariat stratégique entre la Chine et le Bénin est en plein développement. Les échanges culturels sont en plein essor. L'amitié entre les pays se fonde sur le rapprochement des cœurs, la solidarité de la nation bilatérale, de la relation bilatérale, s'enracine dans les peuples. La fêtière de la discipline au Bénin, la Fédération béninoise de tennis de table, partenaire du tournoi, salue l'initiative. La Fédération béninoise de tennis de table remercie énormément
le directeur, le promoteur du Temple de Son pour cette initiative. Nous espérons que ça ne sera pas la première ni la dernière. Et puis nous profitons pour demander pour que les prix soient plus intéressants pour la prochaine édition. Le challenge Temple du Son se referme et laisse place à la 7e édition de l'Open Temple du Son qui aura lieu dans les prochaines semaines. La 4e édition des Trophées Footeuses 229 s'est tenue le samedi 26 juillet dernier à Abomey-Calavi. Au total, 14 distinctions ont été décernées aux joueuses du football les plus décisives ainsi qu'aux encadreurs les plus inspirants du football féminin béninois. Une initiative portée par Romance Vinacon, promotrice des footeuses plus Africa. Le reportage de Comlan Quentin à Moussou. Meilleure joueuse de la saison 2024-2025, Mademoiselle Gandonou Romaine. Double distinction pour Romaine Gandonou au Trophée Footeuse 229 édition 2025. Elle reçoit le prix de la meilleure buteuse de la première division et meilleure joueuse de la saison 2024-2025. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix. Je remercie sincèrement mes coéquipiers du Tambour FC d'Adjara, sans oublier mes encadreurs. Comme je vous ai promis que chaque année, je dois venir ici. Voilà. Une initiative portée par Romance Vinacon, promotrice de Footeuses Plus Africa. Cette année, les Trophées Footeuses 229 intègrent le championnat féminin de la 3e division à la sélection. Les Trophées Footeuses 229 ne sont pas une simple remise de prix. C'est un cri de cœur. C'est une tribune de valorisation, une célébration de la résilience et de l'excellence. C'est notre façon de dire merci à celles et à ceux qui se battent au quotidien pour que le sport féminin trouve la place qu'il mérite dans notre société. Depuis la première édition, nous avons parcouru du chemin. Des obstacles, il y en a eu, mais nous avons tenu bon parce que nous croyons fermement que chaque joueuse, chaque entraîneur, chaque bénévole compte. Le ministère des Sports du Bénin réitère son engagement à soutenir l'événement. Nous célébrons une dynamique, un engagement exemplaire, une détermination collective qui ont concouru à l'essor considérable du football féminin au cours de cette saison 2024-2025. Le ministère des Sports demeure résolument déterminé à consolider la position des femmes dans l'univers sportif et à donner au football féminin tous les moyens de son développement. À l'instar des trophées de la meilleure buteuse de la première division et la meilleure joueuse de la saison, 12 autres distinctions sont décernées aux joueuses de football les plus décisives de la saison ainsi qu'aux encadreurs les plus inspirants du football féminin béninois. Dans le même registre, suivons à présent quelques lauréats qui ont également reçu des prix au titre de cette édition 2025. Ils s'expriment toujours au micro de Comlan Quentin à Moussou. Je suis très ravie de ce que je porte dans ma main droite. Et je ne peux que dire que c'est le fruit du travail acharné que j'ai eu à élaborer, moi et mes collaborateurs, tout au long de la saison. Je suis très enchantée d'être là. Et je remercie du plus profond du cœur ceux-là qui ont meublé pour pouvoir mettre en place cette édition 2024 pour le Trophée Footeuse. Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, nous allons continuer à travailler dur et fort pour pouvoir faire évoluer le football féminin au Bénin. Pour ça, nous vous promettons. Je suis très heureux de remporter ce prix de meilleur entraîneur de la D3 féminine. Effectivement, nous avons réalisé une saison formidable, presque parfaite, avec une équipe de jeunes filles dévouées et déterminées pour la montée.
Je salue au passage l'engagement des justiciers de AS Lagat. Tout au long de la saison, mes collègues du staff technique, sans oublier surtout le grand soutien du président, M. Inès Aouya, un vrai passionné de football. Je remercie le comité d'organisation des trophées footeuses de 229, tous ceux qui ont voté pour moi également. Très profondément touché par ce prix. Il est le reflet du travail collectif de l'équipe AS Basson. Merci à mes coachs, à mon président Basson et à Madame Basson. Merci aussi au président de Dynamique LCE, M. Nassou Saka, qui est un père, un papa pour moi. Merci également à la promotrice du trophée et ses collaborateurs. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la ville d'Alada accueille dans quelques jours la journée récréative autour du football. Cette journée qui vise à rassembler les anciens et jeunes footballeurs d'Alada va permettre également de faire du réseautage. À ce propos, suivez dans cet élément Jari Maevo, promoteur de la journée footballistique, qui nous édifie davantage sur le sujet. Des propos recueillis par Seton Delarios Adjagbenon et Komlan Quentin Amosso. Effectivement, le 9 août 2025, nous organisons la journée footballistique qui vise à regrouper tous les footballeurs d'Alada. L'objectif de cette journée est surtout de faire la promotion du football à 5, mais également de créer un creuset au sein duquel les jeunes, mais également les anciens qui ont cette passion-là de parler du football et surtout de voir dans quelle mesure il faut développer cette discipline dans notre commune. Vont prendre part à cette journée les jeunes, mais également les vieux, à l'exception de ceux qui ont moins de 15 ans. 6 équipes vont compétir autour de cette journée footballistique. Il s'agit de Santé Plus, d'Anciens Football Club, également de JJT. Et au cours de cette phase de jeu, il y aura une phase de poule et enfin une phase finale où les équipes qui vont disputer cette phase finale-là auront, n'est-ce pas, à remporter, n'est-ce pas, des trophées. Nous exhortons le conseil communal ainsi que le maire et toute autre personne de bonne volonté de nous accompagner durant cet événement et nous exhortons la population d'Alada à sortir massivement pour nous soutenir au cours de cette journée-là. Et puis hors de nos frontières à présent en Angola, de nombreux commerces de la capitale angolaise ont été pillés et vandalisés en marge d'un appel à une grève de 3 jours des chauffeurs de taxi pour protester contre la hausse du prix des prix du carburant en début du mois de juillet. Ces manifestations virent à l'émeute tandis que le bilan matériel et humain est déjà très lourd, au moins 5 morts en 2 jours, mais aussi des dizaines de commerces vandalisés et de nombreux véhicules publics ou privés endommagés selon le porte-parole de la police angolaise qui s'est exprimé lors d'un nouveau point de presse dans la soirée du mardi 29 juillet 2025. Alors que le mouvement de protestation commence à s'étendre dans d'autres villes du pays, le syndicat des chauffeurs de taxi a tenu à prendre ses distances avec les violences qui l'accompagnent. Au deuxième jour de la mobilisation, mardi 29 juillet, l'atmosphère est restée très tendue dans la capitale. Les pillages s'y sont poursuivis malgré la fermeture des banques et des magasins au grand désespoir des commerçants catastrophés. D'une frontière à une autre, un projet de loi devant favoriser et faciliter la restitution par la France des biens culturels acquis de manière illicite, notamment pendant la colonisation, est présenté ce mercredi 30 juillet en Conseil des ministres à Paris par la ministre de la Culture
Rachida Dati. En France, ce nouveau test vise à accélérer le processus en permettant des restitutions par décret sans passer systématiquement par le Parlement. Un précédent projet de loi avait été déjà annoncé en 2024, mais avait été rétorqué par le Conseil d'État. Son examen avait été ajourné, mais ce mercredi 30 juillet, l'objectif affiché du gouvernement est clair. Accélérer les restitutions sont concernés les biens acquis entre 1815 et 1872 dans des conditions jugées illicites. Les tests précisent vol, pillage ou encore cession obtenue par la contrainte ou la violence. Pour rappel, ces 6 dernières années, seules 27 œuvres ont été restituées. Parmi elles, 26 trésors du Dahomey ont été rendus au Bénin en 2021, alors que ces demandes portant sur plusieurs milliers d'objets ont été déposées par 10 États, principalement africains, notamment l'Algérie, Madagascar, Côte d'Ivoire, selon un décompte datant de 2023. Direction les États-Unis pour finir, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne se rendrait pas sûrement au sommet du G20 en novembre à Johannesburg, en estimant qu'il avait beaucoup de problèmes avec le pays hôte. Le gouvernement sud-africain attend de son côté une réponse de Washington concernant ses propositions pour éviter que les productions à destination des États-Unis ne soient imposées à hauteur de 30% à partir du 1er août. Depuis son retour au pouvoir, le président Donald Trump accuse régulièrement, sans preuve, l'Afrique du Sud de persécuter et de tuer des fermiers blancs dans le pays, des allégations rejetées par Pretoria. L'Afrique du Sud a fait savoir qu'elle ne riposterait pas aux droits de douane imposés par les États-Unis. Pour éviter que ces produits soient taxés à 30%, Pretoria propose ainsi d'importer du gaz naturel liquéfié et d'ouvrir le marché national à certains produits agricoles américains. Les entreprises sud-africaines s'engagent par ailleurs à investir 3,3 milliards de dollars dans les industries américaines. Sont concernés notamment l'exploitation minière ou le recyclage des métaux. Pour l'Afrique du Sud, conclure cet accord commercial est très vital. Si la taxe de 30% entre en vigueur, les secteurs de l'automobile et des agrumes sud-africains risquent de perdre des dizaines d'emplois. Pour rappel, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud après la Chine. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.